vous parler du protocole IPFS et de quelques petites technos qui gravitent autour de ce projet. Moi, je vais d'abord vous présenter IPFS, à quelles problématiques ce protocole il tente de répondre, et ensuite, dans un second temps, je vais vous expliquer le fonctionnement détaillé du système de stockage, parce que IPFS, c'est, en plus d'être un protocole qui permet de faire de la communication, un système de stockage qui est décentralisé. Alors d'abord, IPFS, c'est un protocole qui est peer-to-peer, donc vous devriez à peu près connaître ce que c'est, mais en l'occurrence, il vient faire une concurrence directe à HTTP, puisqu'il fonctionne d'une manière qui est totalement différente. Du coup, pour bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne, je vais vous présenter un petit exemple. C'est un projet qui est quand même très ambitieux, hein, on va pas se mentir. Faire la concurrence à HTTP, c'est pas rien. Donc, quand je veux vous partager un site web, par exemple celui de POC, il y a beaucoup de choses qui vont se passer normalement avec HTTP. Je vais vous donner notamment l'adresse du site web précise, qui va être transformée avec l'adresse IP, en adresse IP du serveur qui contient le site web. Il va me le renvoyer, et ensuite, vous allez pouvoir y accéder et faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle location-based addressing, c'est-à-dire qu'on va chercher de la ressource, du contenu de la donnée, de par son adresse. Et ça pose quelques problèmes aujourd'hui, en fait. Déjà, il y a une citation que moi j'aime beaucoup, qu'on peut retrouver sur le GitHub de IPFS. C'est la suivante: Whoever controls the location controls the content. Donc en clair, l'organisme qui possède le serveur, qui lui contient le contenu auquel on veut accéder, il peut le rendre disponible, il peut le modifier, il peut faire un peu tout ce qu'il veut. C'est ce qui s'est passé avec Wikipédia, et notamment le gouvernement de la Turquie. Ils ont interdit l'accès à Wikipédia parce qu'ils jugeaient que Wikipédia était une organisation terroriste. C'est bien connu. Il y a un autre problème, c'est que ça enlève une certaine disponibilité. Parce que si le serveur il est down, ou bien qu'on change l'adresse, par exemple moi je vous partage pocinnovation.com alors qu'en fait c'est .tech, et vous n'allez pas pouvoir accéder à cette ressource. Et ça, c'est pas moi qui vais changer l'adresse, c'est ceux qui dirigent le site de POC, donc je vais me retrouver un peu comme un idiot si je vous partage un lien qui ne marche plus. Donc du coup, pour résoudre ces deux gros problèmes-là, IPFS il vient bousculer vraiment tout depuis la base, c'est-à-dire depuis comment est-ce qu'on va accéder à du contenu. En fait, le déroulé, je vais vous le refaire. Maintenant, au lieu de dire, en fait, il faut que tu ailles regarder à cette adresse, va plutôt regarder telle ressource, va chercher telle ressource. Donc en fait, maintenant, je vais plus vous partager un lien, je vais vous dire, regarde l'objet POC website. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que, au lieu de dire, je vais à telle adresse.com ou n'importe quel lien, en fait, on va propager une requête qui est, qui sait où est l'objet qui représente le site de POC. Donc ça, je vais le propager dans tout le réseau IPFS. En l'occurrence, chacun des serveurs, on appelle ça un nœud, puisque c'est un réseau peer-to-peer. Donc eux-mêmes, ils vont propager l'information à d'autres nœuds, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise « Ah, c'est bon, moi j'ai la ressource », il nous renvoie cet objet, et de là, après, on peut y accéder. Ça, c'est ce qu'on appelle le content-based addressing, parce qu'en fait, on va aller chercher du contenu, quel qu'il soit, ça peut être un site web, ça peut être une image, une photo, une vidéo, tout ce que vous voulez, de par son contenu. Et c'est notamment lorsqu'on fait la requête qui sait où est l'objet. En fait, on parle vraiment du contenu. On ne dit plus aller à cette adresse précisément pour ensuite retrouver l'objet. Là, on dit plutôt où est l'objet, et après on vous répond parce qu'on a propagé cette requête dans tout le réseau. Donc ça, c'est vraiment pour la théorie à haut niveau, on va dire. Mais maintenant, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que IPFS rend ça possible en termes de technologie? Donc pour le fonctionnement, moi je vais vous reprendre un exemple un peu plus simple, mais ça s'applique très bien au site de POC, comme ça peut s'appliquer à n'importe quelle grosse plateforme qu'on peut trouver, n'importe quoi qui tourne sur internet, en fait ça peut très bien tourner sur IPFS. Ça je vais y revenir juste à la fin. Il se trouve que pour d'abord accéder à du contenu, il faut l'avoir stocké. Et je vous ai dit au début qu'IPFS c'est également une grosse base de données décentralisée. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un standard un peu de stockage. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle les objets IPFS, ou bien les IPLD. IPLD, pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire Interplanetary Linked Data. Voilà, pour la petite info, hein, IPFS, ça veut dire Interplanetary File System. Interplanetary parce que c'est des grands rigolos, et File System, vous avez compris pourquoi. En l'occurrence, l'objet IPFS qui représente vraiment ce qu'on stocke sur le réseau, c'est ce qu'on appelle les IPLD, Interplanetary Linked Data. Alors pourquoi linked data? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'un objet IPFS, il contient deux champs. D'une part, le champ data, dans lequel il y a de la donnée, qui peut faire 256 kilobits maximum, et puis le champ links, qui est en fait un tableau de liens, donc il peut avoir une taille totalement variable, hein, ça peut être un tableau vide comme un tableau avec 10 000 éléments en son sein,
Et ce qui va se passer, c'est qu'on a plusieurs objets dans ce tableau. On peut ou ne pas avoir plusieurs objets, on ne peut pas avoir plusieurs objets de type link dans ce tableau. Et chaque objet de type link, il a 3 champs. Name, son nom, vous avez compris, sa taille, et surtout son hash. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va faire la requête dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sait où est l'objet. En fait, on va représenter un objet par son hash. Ça, c'est vraiment la base, le fondamental de comment fonctionne IPFS. Pour la petite info pour vous, la taille, ça représente la taille de l'objet et de tous les liens qui lui sont associés. Donc c'est récursif, ça permet d'avoir de l'information dès le plus haut niveau. On n'a pas besoin d'avoir la taille pour un seul objet, on peut avoir la taille de tous ses fils réunis. Donc pour vous présenter un peu tout ça et pour éclaircir à travers d'autres petits exemples, on va prendre 2 cas. Le cas d'un petit fichier où il y a juste la phrase hellopoc à l'intérieur, et ensuite on verra ce que ça donnera avec un fichier qui est un peu plus grand, c'est une photo de l'hexapode. Donc on va commencer par la petite phrase. Là c'est juste un screenshot de mon terminal où en fait je vous avais upload le petit fichier qui contient la phrase hellopoc, voilà. Je vous ai fait un cadre pour que vous voyez qu'il y a bien juste ça à l'intérieur. Et après j'ai utilisé la commande d'IPFS, IPFS add mon fichier. Ensuite, IPFS me répond qu'il a ajouté et il m'a renvoyé une chaîne de caractères un peu bizarre, c'est le fameux hash, ça je vais y revenir. Et ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ce hash pour pouvoir accéder à l'objet IPFS en question, c'est-à-dire l'IPLD qui correspond à mon fichier. Comme je vous l'ai dit, on peut retrouver les 2 champs, links et data. En l'occurrence, là, la partie, le tableau links est vide, parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun lien. Et la partie data, on retrouve, si vous regardez bien au milieu, la chaîne de caractères et l'OPOC. Voilà. Les autres caractères que vous voyez, c'est juste un header et du padding, mais on retrouve bien ma data. Hop, et là, pardon. Ici, vu que la donnée fait moins de 256 kilobits, c'est-à-dire que l'OPOC, c'est tout petit, on va pouvoir directement stocker ça dans data. On n'a pas besoin de le séparer en plusieurs éléments à travers des liens. Justement, ça c'est ce qu'on va voir après avec l'hexapode, c'est pas comme ça que ça marche avec des fichiers plus gros. Mais je vais d'abord m'attarder ici, puisque cet exemple est quand même relativement simple par rapport à d'autres, je vais m'attarder sur la partie du hash. En fait, on voit que le hash, qui commence par Q, M, X, Z, Z, etc., comme je vous l'ai dit, c'est un hash qui représente l'objet. En fait, ce qui va se passer, c'est que on va avoir notre objet IPFS, on va lui appliquer une fonction de hash. Par défaut, sur IPFS, la fonction de hash utilisée, c'est SHA-256. On va prendre les liens et la data, on va passer ça dans la fonction de hash, et en sortie, on va avoir notre fameux hash. Il se trouve que IPFS, en plus d'apporter ce nouveau protocole, il va permettre ce qu'on appelle une signature multi-hash, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser SHA-256, si jamais on se rend compte qu'il y a une faille de sécurité ou n'importe quoi, on peut très bien passer sur une autre fonction de hash. Et alors, pour savoir quelle fonction de hash on a utilisé, ce qui est fait, c'est que dans le hash, les 2 premiers caractères, donc le QM, représente la fonction de hash. Donc le M, ça représente SHA-256, et Q c'est pour autre chose, là c'est vraiment très technique, mais l'idée voilà, c'est que les 2 premiers, c'est un peu un header dans lequel on va dire, ok, pour cette donnée, pour cet objet IPFS, on a utilisé telle fonction de hash. Ok, et du coup, maintenant, on a représenté un petit objet on a représenté un petit fichier sous la forme d'un objet IPFS, on a obtenu son hash qui permet de l'identifier, on va dire, sur le réseau, et grâce à cet identifiant, on peut récupérer son contenu. Maintenant, ce qui se passe, c'est comment est-ce qu'on récupère son contenu. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle une distributed hash table. Tout à l'heure, en fait, je vous ai dit qu'il y avait cette requête qui était propagée dans le réseau à travers les nœuds. Mais comment est-ce qu'en fait un nœud va pouvoir savoir, ok, moi je possède bien le contenu de ce fichier, ou je possède bien ce fichier. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir une partie de ce qu'on appelle le DHT, ou Distributed Hash Table. En fait, ça c'est un énorme fichier qui est tellement grand qu'il ne tient pas sur un ordinateur. C'est un énorme fichier de clés-valeurs. Et à l'intérieur, vous avez l'adresse d'un nœud et un objet, le hash d'un objet IPFS. Donc en l'occurrence, ça peut être plein d'ordi différents qui possèdent plein d'objets IPFS différents. Sauf si jamais vous avez un fichier qui est qu'on dit petit en fait, qui fait moins de 256 kilobits, qui tient dans un seul objet IPFS, et ce qui va se passer, c'est que là, on va directement stocker le hash et en valeur, donc le hash en clé et en valeur l'objet IPFS en question, c'est-à-dire son contenu. Donc on va avoir le hash et ensuite on va avoir ce que je vous ai montré, c'est-à-dire linked et data. Et du coup, quand je vais faire une query sur le réseau, on va me renvoyer directement l'objet et donc son contenu. Donc si je demande hellopoc,
en demandant en fait QMXZZ comme sur la dernière ligne, on va directement me renvoyer depuis le réseau le hello world, enfin le hello POC pardon, et le tableau de links qui sera vide. Bon, ça c'était pour un petit fichier. Donc du coup, moi j'ai upload au préalable le fichier hello POC sur le réseau. Donc voilà, c'est l'objet hello POC. Je vais demander où est l'objet avec le hash qui correspond à cet objet IPFS. Il va y avoir une query sur le réseau. Il y en a un des nœuds qui va dire ok bah moi je l'ai, il va me le renvoyer, et puis du coup bah vous allez pouvoir y accéder. C'est ce que je vous ai montré en fait avec la commande IPFS object get, puis ensuite le hash. Ça représente toutes les étapes que je vous montre ici. Du coup maintenant on va prendre un exemple un peu plus exotique, on va dire, c'est la photo de l'hexapode. Alors là c'est le même, je vous ai fait un peu le même schéma, sauf que je vous ai pas montré le contenu parce que bon bah vous n'avez pas forcément envie de voir des trucs qui n'ont aucun sens. J'ai juste repris à partir de la commande où je faisais un IPFS add de mon fichier .png, donc hexapode.png. On m'a renvoyé le hash qui correspondait, et puis du coup j'ai refait un object get, c'est-à-dire que j'ai redemandé au réseau de me renvoyer mon fichier qui a été sauvegardé. Et alors là, ce qui va se passer, c'est que le champ links, il est plus vide. Là, il possède 4 éléments. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma photo, elle a été découpée en 4 objets IPFS distincts, puisqu'elle était trop grande pour tenir dans la partie data, qui, je vous le rappelle, a pour une taille maximale 256 kilobits. Donc on est obligé de la séparer en plusieurs éléments, en plusieurs objets IPFS. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que dans l'élément parent, que vous avez sous les yeux ici, il va y avoir les 4 liens vers les 4 objets qui ont été créés. Donc du coup, c'est un peu ma photo de l'hexapode, elle a été découpée, elle a été séparée entre plusieurs objets, mais heureusement, il y a quand même l'élément père qui a tous les liens vers ses fils. Et donc après, ce qui va se passer, c'est qu'on va effectuer une requête ce qui va véritablement se passer, c'est qu'on va effectuer une requête vers d'abord le premier, c'est-à-dire ce que j'ai écrit moi en tant que commande, IPFS object get et QMW7 machin. Ensuite, on va retrouver tous les objets, et en fait ce qui va se passer, c'est que si on veut récupérer toute la photo dans son entièreté, on va faire une query sur chacun des objets, chacun des hashes que vous pouvez voir, qui est linké dans le champ links justement. Et du coup après on récupère toutes ces données, on les combine et on reconstruit la photo. Donc de la même manière, ici on a le hash de l'objet en question, de l'objet parent qui est synthétisé en appliquant la fonction SHA-256 à tous les liens, plus le data. Donc ici, le lien il est plus vide, donc on applique quelque chose qui n'est plus vide. Du coup, voilà, ça c'est une petite représentation de ce qui se passe réellement. On a mon objet IPFS, parent, et puis ensuite, on va redécouper en 4 éléments. Ouais, c'est un petit peu bugué, c'est pas grave. On a redécoupé en 4 éléments distincts, et on a lié l'élément parent à tous ses fils. Et donc après, quand on va récupérer tout ce qui se passe, tous les éléments, on va pouvoir reconstruire la photo. Du coup, maintenant, ce qui fait la force aussi d'IPFS, ça réside dans le fait qu'on stocke de la donnée d'après son hash. Et ça, c'est très 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 important. Donc si on modifie la donnée par la suite, bah du coup, le hash va changer aussi. Et on va sauvegarder un nouvel élément. Et en fait, c'est un peu une idée de versionning, comme ce qu'il y a sur Git. Et ça prend vraiment tout son sens, parce que si j'applique un super effet visuel à ma photo d'hexapode, bah, ce qui va se passer, c'est qu'il y a certaines parties de la photo qui n'auront pas changé. Par contre, il y en aura une qui aura été altérée. Et du coup, on va créer un nouvel objet IPFS, on va linker le parent avec le nouvel objet, on va retirer le lien avec l'ancien, et on va lier le nouveau avec son ancien. Donc c'est un système de versionning un peu à la Git qui est très très utile, parce que du coup, si on veut revenir à une version antérieure d'un fichier, on peut tout à fait le faire. Et aussi, ça garantit quelque chose, c'est que si moi j'upload cette photo de l'hexapode et que quelqu'un essaye de l'upload par la suite, en fait on va, nous deux, upload la même image, et du coup on aura un doublon. Bah ça évite les doublons, parce que comme vous le savez, une fonction de hash, quand elle prend quelque chose en entrée, elle va sortir toujours la même chose associée à cet élément en particulier. Donc si on applique la fonction de hash à deux mêmes éléments, on va obtenir le même hash en sortie. Donc du coup ça évite d'avoir des doublons. Et si quelqu'un modifie par la suite cet objet qu'on a tous les deux uploadé, et ben en fait il va pouvoir tout simplement accéder à une version update, mais il va pas détruire l'ancienne. Du coup il y a encore énormément de points que moi j'aimerais bien aborder sur la partie technique d'IPFS, mais franchement ça prendrait je pense 30 minutes d'aborder chacun des points techniques, donc je vais m'arrêter ici. Mais je tiens quand même à aborder un projet qui gravite autour d'IPFS, qui est très 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 important, qui s'appelle Filecoin. En fait, Filecoin, il répond à un des points négatifs d'IPFS, parce que oui, ça existe, il y en a effectivement. Concrètement, aujourd'hui, ça vous rapporte rien de lancer un nœud IPFS.
en fait, vous allez juste perdre de l'argent à lancer un nœud pour le réseau, même si c'est bien, ça fait contribuer, ça rajoute un nœud au réseau et donc ça le rend encore plus persistant, on va dire. Bah, en fait, ça vous rapporte rien de votre côté. Et donc les développeurs de IPFS, la boîte qui s'appelle Protocol Labs, ils ont développé une blockchain dont le token s'appelle Filecoin en l'occurrence, et qui propose de lancer vraiment, c'est une blockchain comme toutes les autres qui existent, hein, Bitcoin, Ethereum, etc. Et ce qui va se passer, c'est que chacun des nœuds de cette blockchain va être compatible avec le système de stockage d'IPFS, donc IPLD, le système de stockage. Donc voilà, les objets IPFS, chacun des nœuds va pouvoir supporter le système de stockage qu'on a. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que chacun des membres de cette blockchain va pouvoir proposer son stockage aux autres ou à des utilisateurs potentiels. Et derrière, après, on va pouvoir utiliser ce stockage pour stocker des objets IPFS et donc rendre le réseau IPFS en tant que tel le plus résilient, parce que une blockchain, c'est immuable, c'est sécurisé, et donc du coup, on rajoute une haute disponibilité sur tout le réseau. Voilà, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas.